Merci Monsieur le Président, cher Étienne. J'essaie de remonter un petit peu le micro, mais je crois pas qu'on puisse. Je remercie bien sûr les organisateurs du colloque pour leur invitation à Lyon. Et je parlerai donc du contrôle de proportionnalité comme instrument de dissimulation de la conflictualité en droit des libertés de circulation. L'intégration négative, consistant en l'élimination des barrières nationales à la circulation, a efficacement pallié les lacunes de l'harmonisation en droit du marché intérieur. En d'autres termes, elle a permis d'approfondir l'intégration, nonobstant l'absence de consensus politique pour adopter des actes normatifs au niveau de l'Union. Elle permet finalement d'ignorer le conflit pour mieux le surmonter. Or, l'intégration négative, on le sait, est une œuvre essentiellement jurisprudentielle, ce qui fait du droit des libertés de circulation un terrain propice pour envisager la Cour de justice comme un acteur plutôt enclin à la dissimulation du conflit. Cela est d'autant plus vrai que le marché intérieur est de fait le terrain d'affrontement de nombreux intérêts, intérêts marchands et non marchands, intérêts nationaux et de l'Union, libertés économiques et droits fondamentaux, et j'en passe. Plus spécifiquement, le cadre du contrôle de proportionnalité nous apparaît particulièrement propice à envisager l'euphémisation des conflits. Inhérent au raisonnement juridictionnel, le contrôle de proportionnalité est généralement entendu comme un mécanisme contentieux permettant une mise en balance des intérêts en jeu. S'il existe en effet en droit des libertés de circulation plusieurs arrêts emblématiques de mise en balance des intérêts, tels que l'arrêt Schmidt-Berger, la méthode classique de la Cour de justice est plutôt de vérifier si les objectifs invoqués par l'État membre ne pouvaient être atteints par des mesures moins restrictives de la liberté de circulation, sans évaluer l'importance respective des intérêts protégés. Selon une partie de la doctrine, le contrôle de proportionnalité de la Cour se rapprocherait ainsi davantage de la technique du bilan coût-bénéfice. En droit du marché intérieur, les trois éléments traditionnels du contrôle de proportionnalité dégagés par la doctrine allemande, test d'aptitude, de nécessité et de proportionnalité stricto sensu, ont inspiré le raisonnement de la Cour de justice, et nous entendrons ici le contrôle de proportionnalité au sens large comme l'ensemble de ces trois étapes. Qu'en est-il alors du lien entre cet instrument d'interprétation du droit de l'Union, emblématique de la jurisprudence de la Cour de justice, et la conflictualité? L'interprétation large du champ d'application du droit de l'Union tend à mettre en lumière des conflits normatifs simplement indirects, puisqu'une mesure nationale, prise dans le domaine des compétences retenues de l'État, sera appréhendée comme étant en conflit avec le droit de l'Union dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte à sa pleine effectivité ou qu'elle entre en conflit avec ses objectifs généraux. Le domaine des libertés de circulation est emblématique de cette technique de préemption juridictionnelle. L'audace dont fait preuve la Cour dans la reconnaissance de l'applicabilité du droit de l'Union est souvent contrebalancée par une déférence envers les intérêts étatiques, les objectifs d'intérêt général invoqués par l'État, dont la légitimité est très rarement remise en cause. L'encadrement par le droit de l'Union se manifeste alors surtout dans le cadre du contrôle de proportionnalité. C'est donc très souvent lors de cette étape que les États échouent à justifier de la compatibilité de leurs mesures nationales au droit de l'Union. À cet égard, envisager le contrôle de proportionnalité comme un instrument de dissimulation de la conflictualité peut paraître contre-intuitif. Néanmoins, c'est à notre sens lors de la caractérisation de l'entrave qu'éclate le conflit, et nous tenterons de montrer que c'est lors du contrôle de proportionnalité que se gère le conflit. Alors, il ne s'agira bien sûr pas de généraliser une tendance à la dissimulation de la conflictualité, ni d'opérer une systématisation, mais de montrer comment le contrôle de proportionnalité peut permettre d'atténuer les affrontements entre des finalités contradictoires que la Cour se refuse à trancher. Son étude place ainsi, selon les termes de Ségolène Barboux-Desplaces, au cœur des grands compromis de la construction européenne. Nous nous focaliserons ici sur les arrêts rendus sur renvoi préjudiciel, car ce mécanisme de coopération entre juges contribue à éviter la matérialisation des conflits normatifs. Dans sa formulation même, le dispositif d'un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel tend à euphémiser le conflit, puisqu'il s'introduit par le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation et non pas par la réglementation nationale et contraire au droit de l'Union. Donc par nature, cette voie de droit par le conflit normatif du voile de l'herméneutique.
Donc, nous identifierons deux techniques de dissimulation de la conflictualité par le jeu du contrôle de proportionnalité. La première est celle de la neutralisation des conflits substantiels. Et j'entends ici neutralisation dans son double sens, à la fois vider quelque chose de sa force, le rendre inoffensif, et vider quelque chose de son contenu politique, l'objectiviser, en ce sens, le rendre neutre. Et la seconde technique consiste en l'individualisation des conflits normatifs. Donc, dans un premier temps, la neutralisation des conflits substantiels. D'une part, confronté à un conflit entre des normes relevant de l'ordre juridique de l'Union et d'un ordre juridique national, la Cour peut opérer la transposition du raisonnement dans le seul cadre de l'ordre juridique de l'Union, procédant ainsi à l'européanisation d'un conflit entre ordres juridiques. Et d'autre part, la Cour a coutume de privilégier un calcul d'efficience de nature technique permettant d'éviter de se prononcer sur des projets de société distincts qui s'affrontent. Autrement dit, elle procède à la rationalisation de conflits de valeurs. Donc d'une part, l'européanisation des conflits entre ordres juridiques. La conflictualité entre les libertés de circulation et les normes nationales protégeant d'autres intérêts, qui s'inscrivent dans l'exercice des compétences étatiques, est adoucie par le recours au contrôle de proportionnalité, qui permet finalement de ne pas raisonner en termes de primauté, mais de conciliation. Ainsi, et en particulier lorsqu'elle est confrontée à des normes nationales visant à mettre en œuvre des principes de valeur constitutionnelle, la Cour délaisse l'application du principe de primauté pour transposer le conflit dans le seul ordre juridique de l'Union. À la manière de l'emblématique arrêt Arcelor du Conseil d'État, la Cour de justice opère la translation entre un principe présenté comme inhérent à l'identité constitutionnelle nationale et un principe général de droit de l'Union. En témoignent notamment les affaires relatives aux particules nobiliaires, Sayn-Wittgenstein ou Bogendorf, dans lesquelles s'opposait à première vue le droit au nom, inhérent à l'identité individuelle, et le principe d'égalité, composante de l'identité constitutionnelle nationale. Les requérants présentent logiquement cela comme un conflit entre des normes relevant de deux ordres juridiques distincts, libre circulation d'un côté, principe constitutionnel de l'autre. Dans ces arrêts, la Cour mettra cependant en balance les libertés fondamentales du traité avec le principe d'égalité tel que garanti dans l'ordre juridique de l'Union, dissimulant ainsi le conflit. De même, la conciliation entre liberté de circulation et droits fondamentaux, dans des arrêts comme Oméga, marque la volonté de la Cour de cantonner le conflit au sein du seul ordre juridique de l'Union. Cette technique habile permet de préserver l'autonomie de son ordre juridique, puisqu'il n'est bien sûr pas question pour la Cour d'appliquer directement un droit fondamental constitutionnel, sans pour autant heurter l'État par une application absolue du principe de primauté. En évitant toute hiérarchisation, l'élévation du raisonnement dans la seule sphère du droit de l'Union, permet donc une mise en balance dépassionnée entre la finalité marchande et les autres finalités du droit de l'Union. On va évoquer maintenant la rationalisation des conflits de valeurs, puisque par son caractère essentiellement technique, le contrôle de proportionnalité permet d'éviter le jugement de valeur. Les finalités qui s'affrontent, en l'occurrence une liberté économique et un autre intérêt public, font l'objet d'une conciliation présentée comme rationnelle, en tout cas dépourvue de toute dimension idéologique, prenant souvent la forme d'un calcul d'efficience. Le contrôle de proportionnalité permet donc de substituer un raisonnement technique à une confrontation entre projets de société. En ce sens, le contrôle de proportionnalité est présenté par Antonio Marsal, à rebours de la doctrine dominante qui le voit comme une mise en balance des intérêts, comme une évaluation coût-bénéfice dont le trait fondamental est son empirisme et l'exclusion de tout élément dogmatique. En effet, la mesure nationale n'est pas d'emblée jugée incompatible avec les libertés de circulation. Elle ne l'est qu'après un examen contextualisé, examinant les éventuelles alternatives. Les arrêts sur la perte du statut de citoyen en constituent un exemple paradigmatique. En effet, dans Rothman, par exemple, la Cour ne remet pas en cause la possibilité de procéder à un retrait de nationalité, même lorsqu'il entraîne la perte du statut de citoyen, mais elle encadre, par le principe de proportionnalité, la procédure qui y conduit. Elle opère ainsi la procéduralisation d'une question substantielle.
L'encadrement par le contrôle de proportionnalité permet ainsi de contourner le débat sur des valeurs. Autrement dit, la loi nationale peut-elle légitimement rendre un citoyen de l'Union apatride en lui substituant un raisonnement technique, factuel? Autrement dit, est-il proportionné, dans ce cas d'espèce, de procéder au retrait de la nationalité? Dans un tout autre registre, on peut aussi citer l'arrêt PI de 2019 concernait la fermeture administrative d'un salon de massage pour des soupçons de prostitution sans que les motifs de la décision ne soient communiqués à sa destinataire. La Cour, qui cantonne son raisonnement à la liberté d'établissement, alors même que la juridiction de renvoi ne l'interrogeait que sur la Charte des droits fondamentaux, apprécie dans le seul cadre du contrôle de proportionnalité de la restriction à la liberté de circulation une question qui a pourtant pour cœur les droits de la défense. Pour ne pas mettre frontalement en cause la réglementation autrichienne, ce n'est qu'incidemment, dans le cadre du contrôle de proportionnalité stricto sensu, qu'elle cite l'article 47 de la Charte, qui exige de pouvoir connaître les motifs sur lesquels est fondée une décision prise à son encontre. Et cet article 47, s'il avait été utilisé comme fondement juridique autonome de l'examen de la mesure nationale, l'aurait sans doute condamné d'emblée. Par cette technique de rationalisation, la Cour refuse de se positionner sur des questions de valeur qui mériteraient sans doute de l'être. Autre exemple, la libre circulation du citoyen implique-t-elle une possibilité d'obtenir la double nationalité? Cette dernière question peut en effet se poser lorsqu'on met en balance l'arrêt Lounès de 2017 et l'arrêt JY de 2022 relatif à la révocation d'une assurance de naturalisation. Puisque dans l'affaire Lounès, la Cour juge que le citoyen qui a exercé sa liberté de circulation ne doit pas perdre le bénéfice des droits tirés du droit de l'Union du fait de l'obtention, en plus de sa nationalité d'origine, de la nationalité de l'État d'accueil. Parce qu'en effet, la naturalisation est vue comme la quintessence de l'intégration dans la société de l'État d'accueil, qui est précisément promue par le droit de l'Union. Or, dans l'arrêt JY, la Cour reconnaît sans discussion la légitimité de l'objectif invoqué par l'Autriche, qui est, je cite, d'éviter les effets indésirables de la possession de plusieurs nationalités, et elle limite dans cette affaire son contrôle à la proportionnalité stricto sensu. Cette ambivalence de la Cour menace l'uniformité d'application du droit de l'Union, au sens où les États acceptant la double nationalité se voient imposer des contraintes plus importantes que ceux qui la refusent, alors même que leur législation sert davantage les finalités du droit de l'Union. Et la mansuétude dont fait preuve la Cour dans l'affaire JY à l'égard de la loi autrichienne, qui impose aux citoyens de l'Union candidats à la naturalisation la renonciation préalable à sa nationalité d'origine, tout en réservant en plus un pouvoir discrétionnaire à ces autorités de ne finalement pas octroyer la naturalisation, eh bien, dans cette affaire, le contrôle de proportionnalité, aussi poussé soit-il, permet de passer sous silence ce qui est, à notre sens, un véritable conflit de valeurs entre la législation autrichienne et la finalité de la liberté de circulation du citoyen. Et ce poids de la proportionnalité in concreto nous conduit à évoquer la seconde technique de dissimulation du conflit, celle de l'individualisation des conflits normatifs. Le droit de l'Union promeut une appréciation très concrète de la proportionnalité. Le conflit normatif apparaît ainsi atténué grâce à sa réduction à un cas individuel, ce qui aboutit souvent à faire prévaloir des intérêts individuels sur les choix collectifs nationaux. Puisqu'à défaut d'assumer le conflit entre intérêts étatiques et intérêts de l'Union, ces derniers vont prévaloir par le prisme des intérêts individuels. Alors d'abord, la dissimulation du conflit par l'approche in concreto. La Cour ne se contente pas d'évaluer la proportionnalité abstraite de la norme nationale, mais vérifie qu'au regard de l'ensemble des circonstances du litige, la loi ne produit pas d'effet disproportionné. L'État membre peut alors voir sa loi nationale condamnée alors même qu'elle n'est pas intrinsèquement contraire au droit de l'Union, mais menace simplement son effectivité dans un cas particulier. En ce sens, le contrôle de proportionnalité in concreto semble parfois créer un conflit normatif là où l'incompatibilité entre la norme nationale et la norme européenne n'apparaissait pas in abstracto. Néanmoins, la proportionnalité in concreto permet également d'envisager de manière moins frontale
le conflit normatif entre la liberté de circulation et la réglementation nationale, et précisément d'éviter de condamner en tant que telle cette dernière, en particulier dans les domaines de compétences retenues des États membres. L'arrêt JY illustre parfaitement comment le contrôle de proportionnalité in concreto permet de protéger, dans un cas d'espèce, le citoyen de l'Union contre une mesure nationale particulièrement défavorable, sans pour autant mettre en cause la conformité de la législation nationale, qui porte pourtant atteinte à la substance même du statut de citoyen. Au surplus, l'avocat général avait quant à lui mis en lumière in abstracto le caractère injustifiable de la décision autrichienne, dès lors qu'une infraction routière trop bénigne pour entraîner un retrait du permis de conduire motive le refus d'une assurance de naturalisation, révocation plus exactement, et la perte du statut de citoyen de l'Union. Ainsi individualisé à l'extrême, le raisonnement jurisprudentiel traduit une volonté de la Cour de ne pas mettre en lumière le conflit. Il s'agit certes d'une méthode habile qui accroît l'acceptabilité de ces décisions par les États membres dans un domaine de compétences retenues. Néanmoins, le statut de citoyen et la sécurité juridique des citoyens ayant circulé ressortent fragilisés de cet évitement. Le contenu essentiel d'un droit, qu'il s'agisse d'un droit fondamental ou d'une liberté de circulation, est en principe exclusif de tout contrôle de proportionnalité. La substance même d'un droit, son noyau dur, est en effet conçu comme devant être protégé de manière absolue. Seules les atteintes à la périphérie du droit pourraient ainsi voir sanctionner leur caractère éventuellement disproportionné. On le voit dans l'arrêt Centros, le droit de constituer une société dans un État membre et de créer ensuite des succursales dans d'autres est considéré comme inhérent à l'exercice de la liberté d'établissement. De même, dans l'arrêt Hubert-Zierring, l'absence de reconnaissance de la capacité juridique d'une entreprise est conçue comme la négation même de la liberté d'établissement. De sorte que dans ces deux affaires, il n'y a pas de place pour le contrôle de proportionnalité. A contrario, si la Cour effectue un contrôle de proportionnalité, qui plus est in concreto, c'est bien qu'elle considère que la mesure nationale ne porte pas atteinte à l'essentiel de la liberté de circulation. Et en ce sens, le contrôle de proportionnalité relativise grandement le conflit, puisqu'il laisse l'État en position de pouvoir se justifier. Le risque de cette individualisation est finalement celui de la prévalence des intérêts individuels sur les choix collectifs. Composante du contrôle de légalité, le contrôle de proportionnalité est également placé au service des objectifs de l'Union grâce à sa conjugaison avec les intérêts individuels des bénéficiaires des libertés de circulation. Le contrôle de proportionnalité in concreto revêt ainsi une dimension fonctionnelle. Derrière le voile de l'empirisme, de la technicité, il n'est finalement pas neutre politiquement. Loïc Azoulay a démontré comment, je cite, « en imposant la présence du système communautaire, la Cour organise la surveillance constante et généralisée des comportements politiques. » Dans ce contexte, la prise en considération prédominante de la situation individuelle des sujets des libertés de circuler emporte le risque de privilégier systématiquement les droits et intérêts individuels aux intérêts collectifs. Défendus à travers les raisons d'intérêt général, non économiques, invoquées par les États membres, ces intérêts collectifs ne voient pas leur protection assurée par les finalités d'abord marchandes des libertés de circulation. Alors certes, en matière de solidarité sociale, la Cour a durci sa jurisprudence, excluant l'inactif sans ressources de l'octroi des aides, de l'ouverture des systèmes nationaux de solidarité, à moins qu'ils ne se trouvent en situation de particulière vulnérabilité, comme l'a montré l'arrêt CG en 2021. Le contrôle de proportionnalité était ainsi abandonné dans les affaires Dano ou Alimanovic. Cette absence de considération de la situation individuelle au profit d'une vision globale du système social nuance ainsi le primat des droits individuels sur les intérêts étatiques. Mais c'est aussi parce que les intérêts de l'indigent, qui n'est pas le sujet idéal des libertés de circulation, ne servent guère ceux de l'Union. Et donc cet exemple ne remet pas en cause, à notre sens, l'instrumentalisation dont peut faire l'objet le contrôle de proportionnalité. Et en tout état de cause, dans des domaines nombreux comme la fiscalité ou encore la politique sociale, dans lesquels l'Union ne dispose que de faibles compétences, les libertés de circulation, telles qu'interprétées par la Cour,
viennent remettre en cause des choix politiques nationaux sans que le législateur de l'Union ne puisse y substituer ses propres préférences politiques. En conclusion, il est loisible de considérer que l'efficacité de l'intégration par le droit, dont la Cour a constitué un acteur majeur, repose au moins partiellement sur une forme d'apolitisation de l'Union. Mais on peut aussi penser que la dissimulation par la Cour des conflits en droit du marché intérieur, qui tend globalement à accroître la dérégulation, n'est que le reflet des choix politiques de l'Union. Je vous remercie.